Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le 24 septembre. Au sommaire de cette édition, Israël continue à l'heure actuelle de bombarder le Liban. Déjà plus de 500 morts côté libanais, des milliers de blessés et des habitants qui veulent partir. Témoignage à suivre. Pendant ce temps-là, les appels au calme lancés de New York par les dirigeants de ce monde, réunis en ce moment lors de l'Assemblée générale de l'ONU, seront-ils entendus? Dans ce journal également, nous irons au Royaume-Uni où le Premier ministre prévient « Il faudra du temps pour changer le pays », les mots de Keir Starmer au Congrès des travaillistes. Et puis enfin, le Sénégal pleure la disparition d'Amadou Matar Mbo, grande figure intellectuelle du pays. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Retour sur son parcours à la fin du journal avec Magali Lagrange. Israël va continuer de frapper le Hezbollah au Liban, vient de déclarer Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien précise dans une vidéo, et je le dis au peuple libanais, notre guerre n'est pas contre vous, notre guerre est contre le Hezbollah. À la frontière entre le Liban et Israël, des tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah se poursuivent d'après nos confrères de l'agence France Presse. Le dernier bilan humain communiqué par les autorités libanaises fait état de plus de 500 morts, dont 94 femmes et 50 enfants. Un chiffre qui devrait s'alourdir encore un peu plus. Le départ des civils, celles et ceux qui n'ont rien à voir avec cette guerre, se poursuit. Alors pour tenter d'échapper au bombardement, des hommes, femmes et enfants montent dans les voitures et prennent la direction du nord du pays. Notre journaliste Théo Renaudon a appelé un jeune homme de 27 ans qui veut partir du sud Liban. Allô ? Ali décroche dans la voiture avec ses deux frères. Il fuit la ville de Nabatieh, bombardée depuis hier, 6h du matin. J'ai vu de ma fenêtre, de ma cuisine, plus que 100 bombardements. C'était vraiment dur parce qu'on ne savait pas quand une autre bombe allait arriver sur notre maison. Autour de notre maison, il y avait quelques bâtiments qui étaient écrasés et démolis. Tout le monde était effrayé. Tout le monde a commencé à se faufiler dans leur voiture pour fuir vers Beyrouth. Il tente une première fois de fuir, impossible, trop de monde sur les routes. Les gens étaient juste bloqués sur les routes. On ne pouvait pas ni marcher, ni sortir, ni rien faire. On ne pouvait pas quitter. On a eu la chance de quitter la cité aujourd'hui. Nous sommes maintenant à Byblos. C'est le plus loin qu'on peut aller, loin des bombardements. On a un ami ici qui nous a donné son appartement. On ne sait pas quand ça va finir. Qu'est-ce qui nous attend ? C'est impossible de même penser. Malgré l'inquiétude, Ali ne veut pas quitter le Liban. Et pendant ce temps-là, à New York, à la tribune des Nations Unies, le président américain recommande le dialogue. Une guerre généralisée au Proche-Orient n'est dans l'intérêt de personne, dit Joe Biden. Une solution diplomatique est toujours possible, insiste le président américain. Par ailleurs, pour Antonio Guterres, le Liban est au bord du gouffre, a lancé aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU. On ne peut pas continuer comme ça. Le niveau d'impunité dans le monde est politiquement indéfendable et moralement intolérable. Nous voyons que cette ère d'impunité s'étend partout, au Moyen-Orient, au cœur de l'Europe, au cœur de l'Afrique et au-delà. La guerre en Ukraine s'étend sans aucun signe de détente. Dans le même temps, Gaza est un cauchemar permanent qui menace d'entraîner toute la région avec lui. Ne cherchez pas plus loin que le Liban. Nous devrions tous être alarmés par cette escalade. Le Liban est au bord du gouffre. Le peuple du Liban, le peuple d'Israël et les peuples du monde ne peuvent pas se permettre que le Liban devienne un autre Gaza. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, propos recueillis par notre envoyé spécial à New York,
Julien Chavannes. La guerre en Ukraine, Kharkiv bombardée aujourd'hui par l'armée russe. La deuxième ville d'Ukraine, située dans le nord-est du pays, a subi une nouvelle attaque russe aujourd'hui. Des bombes aériennes lâchées sur un quartier résidentiel. Au moins 3 personnes ont été tuées, 28 autres blessées selon le gouverneur de Kharkiv. Le journal en français facile. RFI 17h05 à Londres, la politique au Royaume-Uni. Pour la première fois depuis 15 ans au congrès du Parti travailliste, le dirigeant de ce parti de gauche est aussi le Premier ministre du pays. Keir Starmer à la tribune, il a pour ambition, dit-il, de changer le Royaume-Uni, mais c'est un projet de long terme après 14 années de gouvernement conservateur. À Londres pour RFI, Emeline Vin. Émeutes racistes, situation économique difficile, les premiers mois de Keir Starmer à Downing Street se sont avérés compliqués. Alors, le Premier ministre veut rappeler à ses militants l'intérêt d'un parti travailliste au pouvoir. Le changement a débuté. Nous avons levé l'interdiction des éoliennes sur terre, lancé Great British Energy, une unité de sécurité frontalière, et préparé un projet de loi de protection des droits des locataires. En plus du changement, Keir Starmer promet de gros efforts à venir et dit entendre les inquiétudes d'une partie des Britanniques sur l'immigration. Mais si l'on veut lutter efficacement contre l'immigration illégale, nous ne pouvons pas faire comme s'il existait une solution miracle qui nous permette de renvoyer les personnes clandestines sans permettre à une partie de ces immigrants d'obtenir l'asile. Un tacle au gouvernement conservateur précédent que le Premier ministre n'oublie pas de citer. N'oubliez pas ce qu'ils ont fait. Ils sont responsables de l'état de notre pays. Pourquoi est-on obligé de libérer des prisonniers de manière anticipée ? Pourquoi nos services publics sont-ils à genoux ? Pourquoi la criminalité est impunie, nos rivières polluées, nos finances publiques à sec ? Parce que pendant 14 ans, les conservateurs ont adopté la politique de la solution facile. Keir Starmer se donne un objectif pour son mandat, redonner confiance aux Britanniques dans la politique. Emeline Vin, Londres, RFI. Venons-en à la politique française. Nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas intimidés. Les mots, ou plutôt la défense de Jean-Luc Mélenchon, après la mise en examen pour escroquerie de la députée insoumise Sophia Chikirou. Le juge a assez d'éléments pour poursuivre son enquête. La justice reproche à Sophia Chikirou, à la tête d'une société de communication, d'avoir surfacturé des prestations, des services lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. C'était une grande figure du Sénégal, un papa, diront certains. Amadou Mahtar Mbow s'est éteint à Dakar la nuit dernière. Il avait 103 ans, homme politique, plusieurs fois ministre, premier Africain à devenir directeur général de l'UNESCO. Les médias sénégalais saluent ce matin la mémoire d'un illustre fils du pays qui laisse derrière lui, Magali Lagrange, un très grand héritage. Amadou Mahtar Mbow, c'est plusieurs décennies d'engagement. Il fait ses études à la Sorbonne. À Paris, il participe à la création de la Fédération des étudiants africains en France. De retour au Sénégal, il enseigne, il milite pour l'indépendance du pays. Amadou Mahtar Mbow est un homme politique, député et plusieurs fois ministre de l'Éducation, de la culture. En 2008, le Sénégal traverse une crise politique. Il est alors retraité, mais l'opposition lui demande de présider des assises nationales. Amadou Mahtar Mbow est aussi connu pour son rôle au-delà des frontières sénégalaises. Il devient, au milieu des années 70, le premier Africain à diriger l'UNESCO. Il occupe cette fonction pendant 13 ans. Il plaide alors pour un véritable multilatéralisme. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, salue un homme de culture qui a consacré sa vie à sa nation et à l'Afrique. La deuxième université publique de Dakar porte son nom. Magali Lagrange, nous restons sur le continent africain, au Burkina Faso. Les autorités du pays affirment avoir déjoué ce qu'ils appellent une nouvelle tentative de déstabilisation politique du pays. À la télévision nationale, hier soir, le ministre de la Sécurité a cité plusieurs noms impliqués selon lui. Selon le ministre, le plan aurait commencé avec l'attaque de Barsologo dans le centre du pays. Cette attaque du 24 août dernier a été revendiquée par le JNIM, un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Information que vous retrouverez sur nos antennes, notamment dans Afrique
Afrique Soir, mais aussi quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr. À Paris, il va être 18h10.